Bonjour à tous et bienvenue sur votre rendez-vous club avec Agora Manager Group. Et nous avons l'honneur de recevoir Michel Barnier. Bonsoir Monsieur Barnier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'intervenir auprès d'Agora Manager. Et je suis accompagnée d'Alexandre Carré, notre journaliste hors pair. Bonsoir Julie. Voilà, à qui je vais laisser la main pour présenter notre invité d'honneur. Ravi d'être sur ce plateau à tes côtés. Julie, effectivement, une soirée passionnante qui nous attend avec un invité exceptionnel. Bonjour Michel Barnier, merci d'être sur notre plateau. Toutes celles et tous ceux qui, là où ils sont, dans la diversité de vos responsabilités juridiques, management, sont à l'écoute. Eh ben, je peux vous dire qu'ils sont extrêmement nombreux ce soir. C'est un succès. Je vais tenter de résumer votre parcours, ce qui n'est pas facile. Brièvement. Oui, brièvement, parce que vous avez eu beaucoup de missions passionnantes et dévouées à la France, à l'Europe, entre autres. Mais je vais m'essayer à cet exercice sommairement. Hein. On n'aura pas le temps de tout décrire, sinon il nous faudra 2 jours. Alors, tour à tour, vous avez été, entre autres, ministre de l'Environnement. De cette époque, on vous doit, entre autres, la taxe Barnier, afin de faire participer les passagers de transport maritime à la protection d'espaces protégés. Ça ne s'est pas réduit à ça, mon... Non, mais entre autres, parce que sinon, on a tellement de questions à vous poser, je suis obligé de faire des focus sur quelques petites choses. Oui, mais c'est par exemple plus intéressant de parler du fonds Barnier, qui permet d'évacuer ou de dédommager des gens comme dans le Nord-Pas-de-Calais, sont touchés gravement par des inondations récurrentes, de les déménager, en les indemnisant sans tenir compte du risque qu'ils subissent, c'est-à-dire sans les spolier. Ça, c'est un fonds qui est utilisé depuis 30 ans maintenant, un peu partout, et dont j'ai été l'auteur. Oui. Parfait. Ministre délégué aux Affaires européennes, la construction européenne, ça a toujours été un de vos engagements forts. Vous avez été un artisan de sa construction et plus récemment, vous avez été le chef de la négociation européenne justement pour réaliser le Brexit. C'était de 2017 à 2022 et on vous recommande cet ouvrage qui est sorti aux éditions Gallimard, c'est ça, si je ne me trompe pas, oui. Et qui résume les coulisses. Un journal que j'ai tenu tous les jours pendant 4 ans et demi de cette très longue négociation où j'ai défendu les intérêts européens, pas contre les Britanniques, en regrettant beaucoup ce qu'ils avaient décidé et en leur disant simplement qu'ils allaient... eux-mêmes assumer, non, pas le regretter, je n'ai pas dans cet état d'esprit-là, mais assumer les conséquences de leur choix, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Et ils sont nombreux à le regretter, par contre. Ouais. Juste pour finir, ministre des Affaires étrangères, vous avez travaillé entre autres à la libération des journalistes Christian Chesneau, Georges Malbruno, on se rappelle, Florence Aubenas, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, commissaire européen au marché intérieur et député européen. Voilà, l'Europe, ça a été peut-être votre plus formidable passion, Michel Barnier. J'ai oublié un moment important. Si j'ai oublié tellement de choses parce que sur Wikipédia, il y a 17 pages. Mais des choses qui m'ont marqué, qui ont été utiles par la suite. Les 20 ans que j'ai passé à animer un département français, la Savoie, et à l'intérieur de ce département, les 10 années consacrées avec Jean-Claude Killy. On en parlera tout à l'heure. C'est pour ça que je ne dévoilais pas tout, je voulais quelques surprises. Oui, bon. Julie. Et pour rentrer du coup dans le vif de l'interview, quelle est votre vision de l'Europe dans les prochaines décennies, et notamment en termes de coopération politique et économique entre les États membres? Parler d'Union européenne. Une question très ouverte. C'est ça. Moi, je suis patriote et européen. Et je pense que ça va ensemble, comme des 2 drapeaux qu'on voit souvent derrière le chef de l'État ou les ministres. Le choix, il n'est pas entre la France et l'Europe, ni entre l'Allemagne et l'Europe, ou entre la Belgique et l'Europe. Le choix, il est entre une Europe indépendante, capable d'être maîtresse de son destin, de ne pas subir, d'être acteur de son destin et pas spectateur, ou une Europe sous influence chinoise ou américaine, sur le plan économique, numérique ou énergétique. Donc, moi, j'ai fait le choix de me battre pour que mon pays soit indépendant, et c'est le choix européen qui va avec le patriotisme, qui est d'ailleurs une forme d'ailleurs du patriotisme. Et quel est le projet? On voit que notre continent, qui s'est organisé depuis 60 ans, d'une manière originale, il n'y a pas un autre exemple dans le monde d'un continent, ni dans l'histoire d'ailleurs, sauf du temps des empires, d'un continent qui s'organise en mutualisant des nations. Mutualiser, c'est pas fusionner. Chacune de ces nations, la nôtre, nous y tenons comme les autres, tient à sa différence, à sa propre langue, 24 langues, à son identité, à ses cultures, ses traditions, ses différences. Et on a décidé depuis 60 ans, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, je
pense qu'on a tous été très émus par ce qui s'est passé au Panthéon pour Manouchian et ses camarades de combat et de résistance. Au lendemain de cette guerre, vous avez des hommes politiques, il ne faut pas désespérer des hommes politiques. Beaucoup sont des hommes d'État, en tout cas ceux-là étaient des hommes d'État au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Schuman, Monnet, Adenauer, Di Gasperi décident de mutualiser. Et pour que ça ne recommence pas, et ça avait déjà recommencé après 1918, ils décident que ces nations n'ont pas seulement envie d'être ensemble, pour être en paix, mais ont besoin d'être ensemble, ont un intérêt à être ensemble. Et ça, c'est le marché commun, c'est l'économie. C'est comme ça que s'est construit ce long projet depuis 60 ans. Comment je vois les choses dans les années qui viennent, je pense qu'on aura de plus en plus de raisons d'être européens, de faire face aux problèmes qu'on rencontre. Et tous ceux qui nous écoutent sont dans de grandes entreprises ou de plus petites entreprises, ont des responsabilités importantes. Ils savent qu'il y a une partie des problèmes qui affrontent leurs entreprises, qui touchent les citoyens, on pourrait parler de l'agriculture si vous le voulez, mais pas seulement, qui ont une dimension internationale. Il y a plein de défis, le défi de l'énergie, le défi du terrorisme, le défi de l'immigration. On va en parler, effectivement. Le défi des grandes entreprises financières multinationales qui font de la spéculation sur les marchés mondiaux, le défi des grandes entreprises numériques. Comment on affronte tous ces défis? Comment on garde notre indépendance? Comment on défend nos valeurs? Comment on défend notre identité dans le monde d'aujourd'hui où nous sommes, nous, 65 millions d'habitants, les Allemands un peu plus, les autres tous moins. Si on n'est pas ensemble, on est foutu, c'est ce que je pense. Donc, comme dites, Lucie, comment on fait pour Julie, pardon, comment on fait pour être ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble? Ça veut dire créer une masse critique qui nous permette d'être à la table. Là, vous m'avez accueilli autour d'une grande table carrée. Autour de cette table, vous avez déjà des pays ou des chefs d'État qui ne demandent rien à personne et qui y sont parce qu'ils représentent un pays suffisamment grand, puissant, avec suffisamment de ressources naturelles, de population, pour être à la table. Ils ne vont pas la quitter. Les États-Unis qui espéraient être tout seuls, ils ne sont plus tout seuls. Vous avez les Chinois, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie bientôt, la Russie qui reviendra. Nous, comment on est à cette table? On n'y sera jamais si on n'y est pas, on n'y sera pas durablement. Alors, si on n'y est pas ensemble. Voilà le projet européen. Justement, il faut être ensemble, et vous le disiez tout à l'heure, chaque pays d'Europe vraiment a ses caractéristiques différentes. On sent parfois justement quelques distensions dans cette unité. Et justement, comment l'Union européenne peut-elle faire face aux grands défis, face aux autres puissantes, et avoir assez de poids aujourd'hui sur des dossiers aussi importants que le changement climatique, l'immigration, la sécurité internationale? Est-ce qu'aujourd'hui, ces distensions qu'on sent parfois au sein de l'Europe, eh ben, ça la fragilise pas, pardon? Oui, parce qu'il faut toujours revenir à ce qui était le départ de ce projet européen. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah, de l'ouverture des camps, plus jamais ça, très bien. 6 pays à l'époque, 6 seulement, aujourd'hui nous sommes 27 et nous étions 28, pour parler du Brexit si vous voulez, décident de mutualiser. Et c'est un mot que j'aime bien, que d'ailleurs les chefs d'entreprise connaissent, les agriculteurs aussi, la mutualisation. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. On ne vient pas tous du même endroit, on n'a pas tous la même histoire. Parfois, on a des histoires tragiques en commun. Donc il faut travailler ensemble et réduire les fractures, les différences. Et c'est ce qu'on fait dans le marché intérieur. Moi, j'observe depuis 15 ans, on a vécu au moins 6 grandes crises. La crise financière de 2008, la crise des migrations à la suite de la guerre en Irak ou de la Syrie, le Brexit, le changement climatique, le Covid, qui a stoppé toutes les économies, y compris d'ailleurs beaucoup ici à Agora de vos réunions en physique. Hein. On a été très tristes. Et puis la guerre en Ukraine, et puis au-dessous de tout, ou par-dessus tout, parce que c'est le changement, et c'est le défi le plus grave, le changement climatique, qui va tout changer. 1,5 degré à 2 degrés de plus, ça va tout changer. Dans toutes nos habitudes de produire, de nous transporter, de cultiver, de pêcher. Bon, j'observe, tous ces défis nous ont affrontés, nous ont télescopés, et qu'on a plutôt bien réagi.
dans l'unité. Je peux en témoigner pour le Brexit. J'ai été aussi en première ligne pour la crise financière, puisque j'étais le commissaire pendant 5 ans chargé de reconstruire la régulation financière. Et j'ai présenté 41 lois de régulation financière pour remettre de la morale, de la responsabilité, de la gouvernance, de la régulation, de la supervision dans les marchés financiers européens par rapport à ce qui se passait dans le reste du monde et auparavant. On a plutôt bien résisté. Donc moi, j'ai plutôt confiance. Vous avez confiance, malgré qu'on voit les dissensions, par exemple, sur les paysans français par rapport aux paysans d'autres pays européens. La gestion de la guerre en Ukraine, on voit qu'on n'est pas tous d'accord sur le soutien à donner à l'Ukraine. Enfin, on sent des dissensions quand même. Oui, mais enfin... Alors comment résoudre ça? Ça ne tombe pas du ciel. L'unité ne tombe pas du ciel. Il faut la construire, la cultiver. Ouais. Il y a eu déjà des crises en matière agricole. Gérald de Gaulle a fait la politique de la chaise vide. En 1962, il a quitté le Conseil des ministres parce que les autres s'opposaient à la PAC. Donc il y a toujours eu des crises, mais on arrive à les réduire parce qu'on sait qu'au bout de la route, et la route est parfois assez courte, on est dominé par les autres. Et que si on veut compter, si on veut être à cette table... Mesdames et messieurs, notre seul atout, notre principal atout, c'est le marché unique. 450 millions de consommateurs et de citoyens, 22 millions d'entreprises dont les vôtres, qui ont c'est pas une zone de libre-échange seulement. C'est beaucoup plus que ça. C'est un écosystème complet avec des règles, des normes, parfois un peu trop, on en parle beaucoup, des régulations communes, des supervisions communes, une juridiction commune, la Cour de justice. C'est ça le marché unique. Et vous n'entrez pas dans le marché unique quand vous êtes américain ou chinois, si vous n'acceptez pas les règles, si vous ne respectez pas les règles. Donc c'est ça notre force. Et il faut s'appuyer sur cette force pour continuer et ne pas la fragiliser. C'est ce que j'ai fait dans la négociation du Brexit, en n'acceptant pas que les Anglais partent avec le beurre et l'argent du beurre. Maintenant, aucune de ces crises n'est facile à gérer, surtout les plus tragiques, comme la guerre en Ukraine, mais on est quand même unis. Au moment où je vous parle, d'ailleurs, le président de la République réunit à l'Élysée une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement pour voir comment aider plus et plus vite et plus efficacement en termes d'armement l'Ukraine. Donc j'ai plutôt confiance, mais je sais d'expérience que l'unité ne tombe pas du ciel, qu'il faut la construire par du respect et du dialogue. C'est vrai aussi entre nous, aux Français. Et Alexandre parlait de défis mondiaux. Les défis peuvent amener aussi à des obstacles. Pour vous, quels sont les principaux obstacles à surmonter pour renforcer justement cette unité, cette cohésion au sein de l'Union européenne? Ça dépend si vous parlez de défis mondiaux ou de problèmes internes à l'Europe. C'est des problèmes de nature différente. Le défi mondial qu'on a à surmonter, il est la puissance, souvent arrogante, qui ne demande pas la permission des grandes superpuissances que sont les États-Unis depuis longtemps, que sont maintenant la Chine, l'Inde, qui a plus d'habitants que la Chine, et d'autres grandes puissances. Donc notre question, c'est comment on défend nos intérêts, comment on défend nos valeurs, comment on défend nos emplois si on n'est pas ensemble, si on est à côté, non plus assis à la table, mais derrière, à regarder ce que les autres décident pour nous. Donc c'est ça le grand défi, qui exige qu'on consolide le marché unique, on l'améliore aussi, on le simplifie quand il le faut, et il y a des raisons de le simplifier, et qu'on le complète sur des questions comme les marchés financiers, le numérique ou l'énergie. Voilà. Alors en interne, on a ce défi de l'unité qui est toujours permanent, d'avoir des gouvernements qui ont leur propre logique, leurs propres difficultés, on le voit ici en France aujourd'hui, et qui doivent pourtant se mettre d'accord. Et ça exige, encore une fois, du dialogue et du respect mutuel. Mais enfin, moi, encore une fois, j'ai plutôt confiance dans la capacité des Européens d'affronter ces problèmes ensemble, parce que la vérité, c'est que, au fond d'eux, ils savent tous que si on ne trouve pas une solution, même un compromis, ce que j'appelle à Bruxelles un compromis dynamique, on est tous balayés, tous, avec plus ou moins de rapidité. C'est intéressant, vous avez parlé il y a quelques instants du Brexit, et on connaît tous aujourd'hui des amis ou de la famille qui habitent en Angleterre, ou qui sont anglais ou français habitant en Angleterre, et ils commencent un petit peu à déchanter. Justement, on voit la puissance donc de l'Europe pour les pays qui en font partie. Aujourd'hui, comment justement cette Union européenne doit stimuler l'innovation, continuer d'être tête de pont, la compétitivité, ainsi que la croissance
économique au sein de cette Union européenne qui est vaste. Vous avez, Alexandre, évoqué le Brexit. Peut-être vous me permettez de dire un mot de ça, parce que ça a été très grave. Hein. Très. Oui. Grave pour eux et grave pour nous, parce que le Brexit est un échec de l'Union européenne. Qu'un grand pays décide démocratiquement, après un vote, une campagne, bon, il y a eu beaucoup de mensonges, mais c'était un vote démocratique, de quitter l'Union européenne, c'est un échec pour nous. Donc il faut s'interroger pour comprendre les raisons de cet échec. Pourquoi 52% des Britanniques ont voté contre Bruxelles? Exact. La colère sociale, l'immigration pas contrôlée, les usines qui disparaissent, la naïveté européenne. Il y a plein de raisons que j'essaie d'analyser dans le premier chapitre de ce bouquin qui s'appelle « Warning », un avertissement. Alerte, ouais. Mais le paradoxe du Brexit, c'est que c'est un divorce. Et j'ai négocié 2 traités avec les Britanniques pendant 4 ans et demi. Le deuxième, c'était un traité de libre-échange. Et c'est la première fois depuis 60 ans qu'on négocie un accord de libre-échange avec un pays tiers, non pas pour fluidifier, non pas pour améliorer les relations, mais pour reconstruire des barrières. Oui. Il n'y a pas de tarifs douaniers, il n'y a pas de quotas, mais on a reconstruit toutes les barrières qui existent avec tous les autres pays tiers et qui n'existaient pas avec le Royaume-Uni puisqu'ils étaient dans le marché unique. Donc on a rendu beaucoup plus difficile nos échanges. Et je suis sûr que beaucoup d'entreprises dont les responsables sont en ligne actuellement, qui négocient, qui commercent avec le Royaume-Uni, comprennent et voient les difficultés, les contrôles, les produits. Par exemple, on n'a plus de coopération en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes. Il y a plein de barrières qu'on a reconstruites, malheureusement. Voilà. Maintenant, moi, je souhaite le meilleur pour le Royaume-Uni. Ce que je veux dire, c'est que toutes leurs difficultés ne sont pas liées au Brexit. Il y a plein d'autres raisons au Royaume-Uni, mais toutes leurs difficultés sont plus graves à cause du Brexit. Donc on a, nous, des raisons de rester dans cette union. Juste avant de répondre à ma question, est-ce qu'on peut imaginer que la Grande-Bretagne revienne au sein de l'Union européenne? Mais la porte est ouverte. C'est possible. Bien sûr, quand ils veulent. Ils auraient même pu quitter l'Union européenne et rester dans le marché unique. La Norvège, qui est un pays très puissant, hein, grâce à son pétrole et à son gaz, la Norvège n'est pas dans l'Union européenne, mais elle est dans le marché unique. Elle l'a voulu, elle accepte les règles. Donc voilà. Donc c'est possible. Alors en termes d'innovation, justement, pour ceux qui sont encore au sein de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, justement, pour continuer cette croissance? L'innovation, elle ne tombe pas, ce n'est pas les gouvernements qui font l'innovation, ce n'est pas Bruxelles, la Commission européenne, ce sont les entreprises, ce sont les chercheurs, ce sont ceux qui sont dans ce métier de l'innovation et dans cette mission qui doivent être encouragés. Les pouvoirs publics doivent créer les meilleures conditions. Et, je le pense, s'agissant de grandes innovations sur les puces, sur les batteries électriques et sur d'autres, mettre en place un encouragement privé-public, public ou privé, parfois les deux ensemble, pour financer. La politique industrielle, c'était un gros mot à Bruxelles il y a 5-6 ans. Chacun voulait faire sa politique industrielle. Certains ont préservé leur industrie, comme l'Allemagne, l'Italie ou la Suède, puis d'autres l'ont laissé partir, comme la France ou le Royaume-Uni, malheureusement. Ce n'est plus un gros mot aujourd'hui. Il y a la Commission, Thierry Breton et d'autres qui se battent pour qu'on ait une politique industrielle, c'est-à-dire des investissements. Et pourquoi je suis parfois plus optimiste comme Européen que comme Français, c'est que je vois, par exemple, à Bruxelles, au lendemain du Covid, pour la première fois, les Européens ont décidé d'investir ensemble et d'emprunter ensemble 750 milliards d'euros. 750 milliards d'euros, ce n'est pas une petite somme, hein, à condition de savoir comment on va la rembourser. On a emprunté 750 milliards pour relancer la machine économique qui a été stoppée par le Covid, et on investit dans l'avenir, dans les nouvelles technologies, notamment de la transition écologique, pour aider ou encourager les entreprises ou les structures qui travaillent sur l'innovation. Et tout à l'heure, vous évoquiez donc le Brexit, 52%, crise sociale. Justement, comment vous arrivez comment vous envisagez le futur sur la politique de sécurité et de défense de l'Union européenne? Alors ça, c'est un des grands enjeux révélés, si je puis dire, aux yeux de tout le monde par la guerre en Ukraine, menée par les Russes, qui a révélé 3 grandes faiblesses, 3 grandes dépendances de l'Europe. La dépendance alimentaire, la dépendance énergétique, la dépendance sécuritaire. Et donc, notre rôle, c'est de dire, avec cette illustration grandeur nature de la guerre, on pourrait parler du fait que les Ukrainiens se battent pour nos valeurs et pour leur indépendance et meurent en grand nombre, 31 000 morts.
du côté ukrainien seulement. On a réduit nos dépendances en matière énergétique et de gaz et de pétrole, et il faut continuer à diversifier, à consommer moins, à acheter ailleurs. La dépendance alimentaire est aussi claire, c'est un des problèmes qui est aussi souligné au temps de l'agriculture, puisque les deux pays qui se font la guerre, la Russie et l'Ukraine, sont les deux plus grands pays producteurs de céréales, donc ça a des conséquences sur tous les marchés. Et donc là aussi, il faut, en Europe, produire plus et polluer moins, mais produire plus, pas produire moins. Et puis, vous avez notre dépendance en matière de sécurité, à la fois parce qu'on n'investit pas assez en Europe, on investit en ordre dispersé, on n'achète pas européen, et qu'on dépend trop des Américains à un moment où il se peut que les Américains désignent à nouveau M. Trump comme président, exact, qui vient de dire des choses insensées. Débrouillez-vous par vous-même, et dit à Poutine, et puis ceux qui ne payent pas, vous pouvez les envahir. Enfin, c'est absolument hallucinant. Donc, je pense que les Américains resteront dans l'OTAN, puisque c'est un outil d'influence aussi pour eux, mais que nous devons être capables de faire par nous-mêmes ce que personne ne vient faire à notre place, notamment notre propre sécurité. Donc, investir plus dans chacun de nos budgets, mutualiser plus un certain nombre d'équipements, de programmes de recherche, acheter européen et être capable d'avoir une capacité européenne de défense. Oui. Donc on voit que chaque pays est soumis à des économies. On l'a vu récemment que les budgets en France des différents ministères... Mais pas celui de la défense. Oh, enfin, il a été très légère augmentation alors qu'il nécessiterait une grosse augmentation. Il a été... C'est pas tout à fait juste. Il y a une loi de programmation militaire qui prévoit quand même une très grosse augmentation du budget de la défense sur les 5 ans qui viennent. Donc, de ce point de vue-là, je veux dire qu'il y a un progrès réaliste d'augmentation de notre effort national en matière de défense. Mais la question que vous posiez, elle est, Julie, celle de qu'est-ce qu'on fait ensemble? Parce que là aussi, on vient encore à l'unité. Je pourrais rentrer dans les détails, mais vous avez par exemple tous les pays européens s'équipent, parfois en achetant, parfois en construisant. Quand ils construisent différemment les uns des autres. Vous avez actuellement 6 pays européens qui ont des problèmes de frégates. 6 frégates dans 6 pays différents, concurrentes. Et alors on s'aperçoit aussi en ce moment, c'est un des sujets ce soir à l'Élysée je pense, que les armes qu'on construit ne sont pas interopérables. Vous ne pouvez pas mettre des obus français parfois dans des canons fabriqués allemands ou ailleurs. Donc il faut qu'on soit interopérable et il faut qu'on soit capable de mutualiser davantage nos efforts de défense. Et donc on parlait du fait qu'on a un contexte géopolitique qui est quand même assez complexe. Justement, pour vous, l'Union européenne doit tirer forcément des leçons de ça, et quelles seraient-elles pour mieux se préparer à l'avenir par rapport à ce qu'on a vécu et par exemple la crise Covid qu'on évoquait. Mais si vous reprenez les 5 crises que j'ai évoquées, sans compter la crise climatique, on a tiré chaque fois des leçons. La crise financière, on a reconstruit une architecture de régulation pour non pas empêcher la spéculation et les échanges, mais pour mettre un peu de morale, de transparence, de régulation. Et qu'on ne laisse plus des banquiers faire ce qu'ils ont fait en 2008, c'est-à-dire mettre sur le marché des produits toxiques et se payer des bonus insensés en laissant prendre les risques par la puissance publique. Les bonus, c'est pour certains preneurs de risques, notamment à la City ou en Europe, c'était on prend les risques les plus importants parce qu'on a des bonus qui sont proportionnels. Et puis quand les risques produisent des catastrophes, c'est les contribuables qui payent. Ça suffit. Hein. Donc on a en tout cas remis en place ces règles, produit par produit, secteur par secteur, acteur par acteur. Et il faut maintenant être vigilant parce que n'ayons pas la mémoire courte. Il peut toujours y avoir d'autres crises mondiales sur le plan des marchés financiers. Pour le Covid, la leçon, il faut continuer à la tirer, c'est d'être capable d'avoir nos propres médicaments et de ne pas être dépendant des importations venant de Chine ou d'Inde. Et là, pour le Doliprane, comme pour d'autres médicaments, on commence à construire des usines en Europe et être moins dépendant. Pour l'immigration, le sujet le plus difficile et sans doute celui qui a été le moins bien traité, il y a une réponse nationale et puis il y a forcément des réponses européennes puisqu'on a les mêmes frontières extérieures qui étaient de véritables passoires. Donc on est en train de recruter 10 000 agents, gardes-frontières, gardes-côtes, pour gérer en commun ces frontières et notamment pour aider les pays qui sont en première ligne, la Grèce, la Croatie, l'Italie, Chypre ou Malte, pour les aider à faire ce qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls, pour nous, puisque ce sont nos frontières extérieures. Et quand on parle de l'immigration, il faut aussi se dire qu'il n'y a pas seulement à
mettre des murs, des contrôles, des visas, à traiter l'asile auquel ont droit les personnes qui sont martyrisées. Mais il faut aussi aider l'Afrique. Hein. Un des grands enjeux qui est à l'échelle de l'Europe, qui n'est plus à l'échelle de chacun de nos pays, c'est qu'est-ce qu'on fait pour aider ce continent où il y aura bientôt 2 milliards d'habitants. 2 milliards d'habitants. Le Nigeria aura, dans 15 ans, si ce n'est pas plus tôt, plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Donc ça nous concerne directement, parce qu'il y a 15 km ou 20 km entre le Maroc et l'Espagne. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer à tirer ces leçons, et on n'a pas commencé à le tirer vraiment sur le plan de la défense de l'Europe, dont vous parliez. L'alimentation, il y a toujours un débat à Bruxelles que je trouve un peu étonnant entre ceux qui disent il faut produire plus, mais sans continuer à polluer, parce qu'il faut réduire la pollution. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont partisans de la décroissance, en disant pour polluer moins, il faut produire moins. Si on produit moins, on importera davantage. On achètera davantage des produits, notamment au Brésil ou à d'autres, qui sont fabriqués sans respecter les normes qu'on impose à nos propres producteurs. Donc il faut un peu de bon sens, je pense. Apprendre aussi à consommer autrement. Oui, de toute façon, les ressources naturelles, les espaces naturels ne sont pas gratuits et ils ne sont pas inépuisables. Donc il faut que la croissance dont nous avons besoin, celle à laquelle, mesdames et messieurs, vous travaillez, cette croissance soit plus sobre aussi, hein, plus économe des ressources et des espaces. Et l'alimentation, effectivement, le défi alimentaire de consommer mieux, de manger mieux, c'est une chance. Vous savez, moi, j'ai été ministre de l'Agriculture, c'est une grande fierté pour moi, pendant 2 ans, d'animer ce ministère d'hommes et de femmes qui... franchement, il n'y a pas beaucoup de gens dans notre société française qui travaillent pour ne rien gagner, et parfois qui travaillent à perte, et qui travaillent dans des conditions très dures. Donc je pense qu'il faut respecter ces gens et les aider davantage. Mais c'est grâce à eux que notre alimentation est traçable, de qualité, a des goûts, des couleurs, des odeurs. Moi, je n'ai pas envie que la France ait une alimentation à l'américaine, totalement aseptisée, et une économie agricole totalement industrialisée. Il faut qu'on ait davantage de diversité, de traçabilité. Ça, c'est le modèle agricole, et qui justifie, je dis à ceux qui se posent parfois la question, qui justifie qu'on ait un contrat avec les paysans. La politique agricole commune, elle est le prix qu'on doit payer pour ce modèle-là. Nous recevons d'ailleurs de la PAC européenne, nous, Français, 9 milliards par an pour l'économie agricole française. Le budget du ministère de l'Agriculture, dont j'ai été le ministre, c'est 1 milliard. 10 fois moins. Le budget national. Il n'y a plus de politique nationale agricole. Il y a une politique européenne. Il faut la préserver et la modifier aussi. Puis, imaginez peut-être une chaîne de solidarité différente entre l'agriculteur et le consommateur avec les intermédiaires. Oui, il y a les intermédiaires, il y a la grande distribution, mais il faut payer le produit agricole, végétal, animal, il faut le produire au prix qu'il coûte. Et ça paraît impensable que ça ne le soit pas, mais c'est le cas. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on cesse cette course au moins 10 ans et à des prix les plus bas, parce que se nourrir correctement avec des produits traçables et de qualité, ça a un prix forcément. Oui. Le temps file, mais avant de passer dans les rooms, une question qui va intéresser tous nos clubs, et plus spécialement peut-être celui de l'expérience client par rapport à l'expérience visiteur, spectateur. Vous avez été co-président du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver, c'était en 92, on se rappelle, à Albertville, aux côtés de la légende Jean-Claude Killy, 3 médailles d'or, on le rappelle, 68, Grenoble. Oui. Quel est votre point de vue justement sur la sécurité dont on parle beaucoup, de la cérémonie d'ouverture, qui sera une première, hein, je le rappelle, non pas dans un stade, mais en plein air, le long de la Seine, et sur l'accueil du public dans les différents stades et différents lieux de sportifs lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il se trouve que ce matin même, j'ai passé 4 heures avec un certain nombre de responsables d'économie et d'entreprise, et à l'invitation du préfet de région, pour visiter 2 grands équipements olympiques, le village olympique, qui va être entièrement reconverti pour les entreprises, pour des commerces et pour des habitations en Seine-Saint-Denis, et puis le stade nautique, qui est juste maintenant relié au Stade de France par une passerelle, et qui sera lui aussi réutilisé. Ça fait 8,5 milliards de travaux, hein, 4 milliards par le COJO pour l'organisation des événements sportifs, le COJO présidé par Tony Estanguet, et puis 4 milliards par les
collectivités publiques, dont l'État, pour les grands équipements qui seront tous réutilisés. Moi, je pense qu'il faut faire confiance au ministère de l'Intérieur et aux forces de l'ordre municipales ou nationales pour tenir la sécurité. C'est compliqué, notamment la cérémonie d'ouverture qui est unique, qui est une première, puisque d'habitude, j'en ai organisé une avec Jean-Claude Killy à Albertville, avec Philippe de Coufflet, on s'en souvient, c'était une formidable magique, mais c'était dans un stade. Là, on est sur, entre l'Austerlitz et la... Oui, entre 6 et 8 km. Ouais. On est sur une période où il y aura une longueur où il y aura des risques, donc ils seront maîtrisés, les gens n'accéderont pas à cet espace, à cette longue route le long de la Seine sans contrôle. Les gens devront être avec des billets. Donc voilà, pour les spectateurs, vous n'entrez dans un stade que si vous avez un billet. Ouais, mais là, dans ce cas de figure, vous êtes plutôt rassuré? On a diminué la jauge d'accès. Oui, je pense que nous devons faire confiance aux autorités publiques qui ont l'habitude. On a eu la Coupe du Monde de rugby, on a eu de grands événements, d'être capable. On a eu des événements aux Champs-Élysées avec 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Donc je pense qu'il faut faire confiance. Le risque zéro n'existe pas. Il y a aussi des risques d'ailleurs entre les épreuves et durant toute la journée, toute la durée des Jeux. Mais je pense que ces risques sont anticipés et que les pouvoirs publics seront capables de les maîtriser. Il faut le souhaiter. Mais vous savez, ça coûte un certain prix, même si j'observe dans le cas de Paris qu'on n'a pas construit beaucoup d'équipements et que tout ce qu'on a construit sera reconverti et utile. 80% des équipements des Jeux de Paris sont en Seine-Saint-Denis. Hein. Ce qui était le cas aussi pour les JO d'Albertville. Oui, c'est une grande fierté que j'ai. Recyclé. Ce qui n'était pas le cas pour les Jeux de Grenoble. Oui, mais moi j'étais responsable des Jeux d'Albertville. Et une grande fierté que j'ai comme ancien président de la Savoie, avec Jean-Claude Killy, c'est que tous nos équipements, non seulement sont utiles en ce moment, la piste de bobsleigh, les tremplins de saut, les pistes de ski, en Tarentaise, mais que tous vont être réutilisés pour les Jeux de 2030. Qui vont être attribués à la France en 2030. Les Jeux d'hiver sur les Alpes françaises, la région Grand Sud, Auvergne-Rhône-Alpes. En particulier, me disait le président du CIO que j'ai rencontré jeudi dernier à Lausanne, parce qu'ils n'ont pas à reconstruire d'équipement. Notre piste de bobsleigh fonctionnera 38 ans après grâce à l'entretien des communes de la région et du département de la Savoie. Et la même chose pour les tremplins de saut. Ça, c'est une grande satisfaction. Les jeux durables, c'est possible. Donc vous êtes confiant. Julie, quelle est la suite du programme? Je suis pas utopie, j'ai pas d'utopie, même s'il y a des utopies créatrices. Je suis pas béat, je sais que tout est difficile, mais il faut avoir confiance et il faut espérer que... Il faut souhaiter que la France réussisse les Jeux, que c'est un moment d'unité nationale et une formidable opportunité pour toutes les entreprises de montrer l'image de la France et le savoir-faire. Ça n'empêche pas d'avoir quelques réserves ou quelques craintes. Non, il faut avoir de la vigilance. La vigilance. Merci beaucoup, Monsieur Barnier, d'avoir répondu à nos questions.